Yo tout le monde, c'est Arthur Varin. Bienvenue dans le 5e épisode de En finir avec l'anxiété. Donc le dernier épisode de la saison 1. Donc à force de recevoir des demandes, de lancer un podcast, on l'a fait. Ces 5 épisodes ont servi de test pour moi en fait. J'avais jamais fait de podcast avant et j'avais jamais pensé en faire un jour. Donc en fonction de l'engouement qui aura été reçu sur cette première saison, il y aura sûrement une saison 2. Et donc ça dépendra de vous. Si le podcast vous a plu, s'il y a eu beaucoup de likes, beaucoup de notes positives et beaucoup de partages aussi. Mais j'ai bon espoir que ça se fasse cette saison 2. Et donc je suis ravi de conclure cette saison avec Morgane. Et cet épisode, c'est vraiment l'épisode du pragmatisme. C'est l'épisode dans lequel on dit des choses qui sont un peu dures à entendre. Donc comme moi et Morgane, on a vécu des moments très hard. Elle se confie beaucoup sur le déni qu'elle a eu au début et sur les mauvais réflexes de victimisation et d'isolation qu'elle a dû surpasser pour commencer à guérir. Ce que j'ai dû faire moi aussi. Donc ça nous donne vraiment l'opportunité de parler des pièges à éviter, de mettre en lumière certains comportements court-termistes qui sont poussés par une envie d'obtenir un soulagement court terme, mais qui du coup éternisent notre diagnostic. Donc un sujet vraiment important, j'espère que ça va te plaire, j'espère que tu vas en tirer quelque chose vraiment concret pour ta guérison. Et puis en tout cas, merci d'être là et bonne écoute. Eh bien, hello Morgane, Hello, comment tu vas? ça va, merci. Ce que je te propose Morgane, c'est comme on fait d'habitude, tu racontes ton histoire, tout simplement. Tu remontes à aussi loin que tu veux remonter Mmh. et que tu te sens en sécurité de partager. Et puis, c'est ça, en fait, qui va nous faire un peu le fil conducteur du podcast, quoi, tout simplement. OK. Ça te va? Oui, oui, très bien. Trop bien, c'est parti. Alors en fait, j'ai fait, donc j'ai 26 ans. À 20 ans, j'ai fait une dépression par rapport à des soucis, perso, avec le papa que j'ai eu, D'accord. un peu violent psychologiquement, et tout ce qui s'ensuit. Heu et c'est là où s'est déclenché toutes mes crises d'angoisse, et c'est là où j'ai découvert ce qu'était l'anxiété. Mmh. Parce qu'avant, je pense que je le cachais un peu et que je me disais: «C'est rien». Et en fait, ça l'a mis en lumière quand, j'ai commencé à faire, à me sentir pas bien, Mmh. à avoir quelques symptômes, qui médicalement ne donnaient rien. Je faisais des examens, j'ai fait des examens pour le cœur, j'ai fait des examens pour, le cerveau, pour tout, Donc pour essayer de trouver une explication. ça commençait avec des symptômes très physiques, c'est ça? Ouais, c'était physique. Ça a été alarmant, grâce à ça. Mmh. Et voilà, du coup, après je suis tombée en dépression et j'ai été suivie par, une psychologue. Et donc elle m'a expliqué, ce qu'étaient des crises d'angoisse, pourquoi j'en faisais, et on a essayé de mettre le doigt sur un peu, tout ce qui me tracassait, que c'était mon corps qui m'alarmait, que Ouais, psychologiquement j'allais pas bien, quoi. et je vois le délire. Et du coup, ça commence à évoluer avec le temps. Donc là, tu as 26 ans, donc c'était à 6 ans à peu près. Ouais. Mmh. Comment ça a évolué pendant ces 6 ans? Et après, tu nous diras aussi à quel niveau tu en es aujourd'hui. Ça a évolué ça a été les montagnes russes, je dirais, Mmh. parce que du coup j'ai découvert ça, donc franchement, c'est très surprenant et j'osais plus sortir, j'osais plus rien faire, je me suis coupée du monde. J'avais un copain d'une longue relation à ce moment-là, j'avais plein d'amis autour de moi et tout le monde voulait m'aider de toutes les manières possibles, et rien ne m'aidait, en fait, parce que, bah, je me suis aidée moi-même et c'était Mmh. la clé, mais sur le coup, on comprend pas trop. Heu et donc ça a été les montagnes russes à un moment donné. Donc on m'a mis sous antidépresseurs pour vraiment enlever toutes ces idées négatives que j'avais. Ouais, J'étais contre de base et en fait, ça m'a énormément aidée à y voir ouais. plus clair. Et par la suite, du coup, donc ça a été beaucoup mieux quand j'ai pu être, moi-même et me poser mes idées, convenablement avec, une professionnelle, avec, les cachets que j'avais et cetera. Donc comment tu Donc là, définirais je me le suis fait d'être toi-même? sans toutes ces idées, sans tout ce brouillard autour de moi. Mmh. C'est-à-dire que dès que je sortais, j'avais découvert que mon cerveau pouvait, me faire penser tout et n'importe quoi. Ouais, Je pense que tout ça, c'est aussi lié parce que j'ai découvert que j'avais peur de la mort, et je m'en suis fait j'en suis terrifiée. Et voilà. Du coup, à chaque petite chose que je faisais dans un magasin, enfin dans un centre commercial où j'étais enfermée, sans issue de secours proche de moi, j'avais des sueurs froides, j'étais pas bien, mal au ventre, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi, très clairement. ouais.
Voilà, plein de petits exemples comme ça, que j'ai pu recommencer à aller dans des centres commerciaux, j'ai pu recommencer à avoir une «vie normale» entre guillemets, après quelques semaines, voire quelques mois et une fois que j'ai arrêté ces antidépresseurs-là, j'ai pu vivre une vie sans trop d'angoisse pendant quelques semaines pareil, mais après c'est revenu. Voilà. OK. Donc aujourd'hui, j'arrive à me dire que dès que j'ai ça entre guillemets, bon, j'essaie de pas trop non plus écouter plus mon corps, mais quand même un peu, parce que j'arrive à me dire que dès qu'il y a quelque chose qui me convient pas, c'est mon corps qui m'alarme avant que je le comprenne. OK. Et donc tu dirais que justement, je pense que tu as un exemple parfait du fait que parfois parce que moi, tu vois, dans mes abonnés, j'ai beaucoup de gens qui sont contre les médocs, mais à 100. Et Ouais. j'essaie d'avoir un discours un peu plus nuancé de mon côté. Bah, tu dirais justement que tu es un justement de ces exemples, positifs du fait qu'avoir pris des médicaments justement t'a aidé? En fait, ce qui a forcé le truc vraiment entre gros guillemets «forcé», Mmh. c'est que j'ai eu des idées noires et que en fait, on en entend tellement mal parler de tous ces médocs, c'est de Ouais. suite, on se dit: «Allez, on va en devenir accro comme une drogue», on entend que des choses mauvaises de là-dessus. Donc on est mal, enfin, au niveau de la société, on est mal aidé déjà là-dessus et ma mère, qui était déjà passée par là, m'a dit vraiment à un moment donné, «Fais-moi confiance» et je pense que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance aujourd'hui. Mmh. Elle m'a dit: «Fais-moi confiance vraiment, j'insiste, essaie, si ça te convient pas, on arrête. Ouais. Mais essaie et on verra». Et en fait, oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en entends parler, que ce soit sur, plein de plateformes ou, des TikTok ou sur Instagram ou autre, heu, j'ai je c'est que du négatif. Les gens ont peur, on dirait que Mmh. c'est une drogue et que c'est la peste, quoi, alors que franchement, ça a déclenché une aide, énorme en moi et Mmh. heureusement que ça m'a sauvée, hein, très clairement, Mais c'est ça que je il y a trouve, des fois où c'est ça que je trouve dommage dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on veut absolument une réponse absolue à tout. Et donc d'un côté, exactement, parce que maintenant, tu vois, c'est assez récent où tu as tout le monde qui est contre, mais avant, c'était l'inverse. Avant, c'était un peu, automatique, le truc, que justement l'opinion commun était en mode, il faut il tu te sens mal, go médoc, tu vois? Et en ouais, fait, cette mentalité-là a créé, bah, beaucoup d'excès, tu vois? Et ensuite, ces excès ouais, sont transformés en mauvaises expériences et ces mauvaises expériences, ensuite, elles sont partagées et du coup, ça crée ce climat ambiant où, ouais, il y a clairement un manque de confiance. Pour moi, le problème, c'est que, bah, après, c'est un peu compliqué à définir ce problème-là. Moi, je pense, pour être très spécifique, que, toi, qui te l'a prescrit? Est-ce que c'était un généraliste ou est-ce que c'était un psychiatre qui t'a prescrit ces médicaments? alors, moi, j'ai été suivie par une psychologue et pas une psychiatre, donc elle pouvait pas me prescrire, mais elle m'avait conseillé Voilà. tout autant que ma maman avait pu me conseiller. Heu, Maintenant, ma mère m'avait amenée voir un médecin généraliste parce que je commençais à avoir des idées noires Ouais. et c'est là où elle a voulu tirer la sonnette d'alarme en me disant: «Stop, maintenant quand le cerveau» et ma médecin généraliste m'avait expliqué quand le cerveau peut plus gérer parce que c'est trop d'infos en même temps, Mmh. il faut l'aider, juste pour que tout se remette en place, que chaque idée aille dans des «bonnes cases» entre guillemets et qu'après coup, je puisse me resservir de mon cerveau convenablement et que ces idées noires soient un Ouais. peu mises de côté ou aient disparu et que je puisse faire un vrai travail sur moi. Ouais. Pour moi, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la réponse qui n'est pas absolue, c'est qu'en gros, l'utilisation d'un médicament doit être une béquille à un traitement qu'il y a derrière. Ça peut pas être et ça a été trop souvent utilisé comme ça et en fait, c'est quand c'est utilisé comme ça qu'après on en a une idée négative, c'est quand on pense Carrément. que c'est le remède. Le médicament n'est pas le remède. Le médicament est une béquille qui va t'aider à avoir le remède, mais le remède ne passe pas par le médicament Exactement. et donc il y a trop de gens qui sont en mode, le médicament bah, avant c'était vraiment le médicament et le remède. Tu vas pas bien, OK, bah, tu vas parler à un psy et tu vas prendre un médicament et on s'est étonné que Ouais, ça marchait pas parce que c'est pas suffisant. C'est il y a toute une thérapie de comportementale, tout ce que TCC, tu vois? La thérapie comportementale ouais, qui est la méthode la plus, avec le plus de succès, aujourd'hui. Parce qu'on comprend que le changement vient de soi, il vient de tous les comportements qu'on a, cognitifs et tout ça. Mais des fois, cette thérapie n'est pas possible si on est dans un état qui ne le permet pas, tu vois? Et donc c'est là où justement les médicaments arrivent et peuvent nous aider, que ce soit antidépresseurs ou anxiolytiques, tu vois?
Donc c'est Ouais, voilà, tu vois, c'est une vision assez nuancée de la chose. Moi, je pense que, heu, un peu pour donner une règle, un peu un bon point de repère aux gens qui hésitent justement, est-ce que je dois en prendre ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup dans une situation où ils hésitent, tu vois? Ils savent pas prendre des décisions. Pour moi, avoir un avis, déjà, ne pas juste suivre l'avis d'un généraliste. Moi, j'ai beaucoup trop d'abonnés qui me racontent des histoires de généralistes qui, se permettent de prescrire des antipsychotiques, heu, des antidépresseurs, des anxiolytiques, alors que ce n'est pas le bon diagnostic, en fait. Donc ils vont donner des antipsychotiques à un hypocondriaque, ils vont donner des antidépresseurs à un anxieux, des anxiolytiques à un dépressif, enfin le mauvais médicament est donné et après ça aggrave la situation. C'est pour ça que pour moi, il faut un ouais, spécialiste et les spécialistes, bah, c'est soit un psychiatre, même ouais, si clairement le psychiatre, c'est un peu un cas particulier parce que l'environnement qui est fait autour du psychiatre pousse le psychiatre à prescrire absolument. Donc on est dans ouais, une carrément. thérapie d'over-allopathie où l'allopathie est systématique et il y a même, je sais plus si c'est le cas encore, enfin oui, je pense que c'est l'est, mais peut-être que c'est pas le cas, peut-être que ça a changé, récemment, mais qu'en gros le psychiatre ne peut pas être payé en fait, ne peut pas être remboursé par la sécu si, pour certains cas, il a pas donné de médicaments. Donc tu as vraiment un peu Ouais, un truc très sombre derrière où on pousse vraiment trop aux médicaments et donc les gens ont perdu confiance au psychiatre. Donc ça, c'est un sujet qui est là, qui est comme ça, c'est que les gens, vraiment les psychiatres, ils ont peur d'aller les voir, tu vois? Et donc c'est pour ça que pour moi la ouais, meilleure, étape, mais après le truc c'est qu'il faut avoir les moyens justement, c'est les psychologues. Ce que tu as fait, tu vois? Moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais peur comme tout le monde des psychiatres, du coup je suis allé voir un psychologue et ce psychologue m'a dit: «Non mais là» après plusieurs séances, donc pas seulement une séance, tu vois? Parce que je trouve ça toujours bizarre quand dès la première séance, on sait déjà quel médicament tu dois prendre. Non, ça doit prendre plusieurs séances. Si c'est un travail sérieux, ça doit prendre plusieurs séances. Et du coup, ce que moi j'ai fait, ce que toi tu as fait visiblement, c'est que en fait, je voyais un psychologue qui après plusieurs séances, il lui a fallu plusieurs séances pour qu'il détermine et qu'elle prenne la décision de dire: «OK, là, faut que tu prennes ce médicament» et cetera. Donc déjà pour moi, c'est un premier indicateur de confiance, c'est, si, le professionnel met plusieurs séances, une ou 2 pour être sûr de vous comprendre avant de commencer à prescrire. C'est un premier green flag, on va dire. Mais si après, carrément. 30 minutes de conversation, il veut déjà vous mettre un médicament, c'est un peu, red flag. Ça c'est un peu trop Carrément. indicateur du fait que à moins que tu aies vraiment un diagnostic très clair, hein, tu vois? Donc c'est pas un peu absolu comme règle, mais pour moi, c'est un peu red flag dans le sens où, ouais, il y a la prescription un peu facile, quoi. Mais, Ouais. moi, j'avais fait la même chose que toi, en fait. C'était la psychologue qui m'avait dit: «Ouais, je pense que tu devrais prendre ce médicament-là» et du coup, après, elle m'avait conseillé à un médecin général enfin, d'aller voir mon médecin généraliste et de prendre cette fameuse molécule-là. Donc je pense que c'est ce que tu as fait aussi, non? Ouais, pareil, tout Voilà pareil. et tu été sous combien de temps de traitement, antidépresseur? J'ai fait, en tout, je crois que j'ai fait 1 an, OK, mais j'ai fait une forte dose, on va dire, entre gros guillemets, parce que c'était pas une dose énorme que j'avais au début et après progressivement, je l'ai enlevé de mon quotidien. C'est ce qu'il faut faire de toute tu as fait un façon, il faut sevrage. pas l'arrêter d'un seul coup. Ouais. Voilà et même au niveau de la confiance, ça m'a amené beaucoup de confiance en moi de Mmh mh. voir par moi-même que ma prise, en étant différenciée, mon comportement restait le même et que j'avais, grâce aux médicaments, réussi à aller me faire «soigner» entre Mmh. guillemets et voilà, ça Est-ce que m'a ça a aidée. provoqué une peur chez toi de dire, «Ah, est-ce que quand j'aurai plus le médicament, ça va revenir?» ou comment tu as géré cette Ouais, peur-là? alors ça l'a provoqué, c'est vraiment j'en ai parlé avant même de diminuer les doses. Je me suis dit: «OK, mais vu que ça m'a aidée clairement, est-ce que sans j'arriverai à faire avec? Est-ce que j'arriverai à faire sans?» pardon, et j'ai réussi à gérer grâce à mon entourage, je dirais. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que j'ai un tempérament, très, je suis très dans la beaucoup, beaucoup dans la communication et j'avais plus peur d'en parler. À partir du moment où j'y voyais plus clair, j'en ai parlé à tous mes amis, j'en ai parlé à ma famille, j'ai Ouais. été très ouverte sur le sujet, qui est un sujet de base très tabou, ça y est directement dès qu'on prend des antidépresseurs aujourd'hui, on est fou. Ou dès qu'on a une crise d'angoisse ou dès que je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ait tous cette image-là et qu'on en ait autant peur. Et du coup, en parlant autour de moi, vu que je sais et j'étais consciente et je suis toujours consciente que j'ai un entourage en or, j'ai eu leur soutien, j'ai eu leurs conseils et je trouve que c'est hyper important de se faire, d'être entouré. Mmh. Sans l'entourage,
je pense que j'aurais pas eu autant confiance en moi pour arrêter ce traitement, pour, aller de l'avant, pour, Est-ce que tu voilà. as senti l'effet, Donc je me sur suis ton moral, quand tu baissais les doses? Est-ce que tu sentais un effet ou en fait le sevrage était, assez progressif pour que tu ne vois pas vraiment de différence? non, c'était assez progressif et j'ai pas vu de Ouais, différence. donc ça se voit que ouais, donc tu as vraiment pris ton temps, quoi. C'était vraiment un sevrage très lent, Ouais, ouais, exactement. J'ai préféré plutôt que de prendre le risque d'aller trop ouais, vite, en ça, c'est fait. ce que je conseille à tout Voilà. le monde qui parce que, Ah malheureusement, ouais. j'ai beaucoup d'abonnés, tu vois, qui, un cas qui revient souvent. Les antidépresseurs, ça va, c'est pas du tout aussi, enfin, la dépendance antidépresseur, est pas aussi du tout aussi compliquée que la dépendance aux benzodiazépines. Je sais pas si tu connais un peu, Oui, un petit peu, mais oui, là, c'est ce dont j'avais peur moi, ouais, en mais gros, c'est pas du tout la même molécule, ça fonctionne pas du tout de la même façon, tu vois? Et du coup, bah, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont, dépendants aux benzo parce que leur médecin a fait n'importe ouais, quoi ou même eux, des fois, ils sont allés voir plusieurs médecins différents pour avoir des doses, tu vois? On sait jamais ouais. vraiment la raison pour laquelle, ils sont tombés dans cette addiction, mais ils veulent tous avoir ce truc de: «Je veux m'en défaire le plus vite possible». Mais le réflexe que je dis à chaque Ouais. fois, c'est: «Non, le plus lent, le mieux». Le but, c'est vraiment ça, c'est d'aller tellement lentement que tu vois pas la différence et c'est ça qui va en termes de pour ta guérison, c'est ce qui va être le plus intéressant, que tu vois pas vraiment la différence. Mais c'est ce qu'on dit. Franchement, on l'entend partout, partout pour toutes les raisons d'anxiété du monde, mais le temps, c'est la Ouais. clé. Mais vraiment, en plus, quand on est dedans, moi, quand j'étais dedans et que on me disait ça, j'avais envie de m'énerver contre tout le monde. Vous êtes bien sympa avec votre temps, mais c'est Mmh. insupportable de vivre dans ce qu'on vit. Mais c'est vraiment ça. Ça m'a énormément appris d'être patiente aussi, tout ça et de voir que de soi-même, on peut se soigner de beaucoup de choses et j'ai été bien entourée, mais je sais que je me suis sauvée, on peut se sauver que soi-même entre gros Mmh. guillemets, encore une fois, mais Ouais, mais tu vois, c'est toi ouais, qui as fait le choix parce qu'il y a tu vois, moi aussi, je sais que j'ai un entourage en or. Je sais que beaucoup de gens ont un entourage en or. La plupart des gens ont un entourage ouais. en or, tu vois? On le Même voit pas avant ça d'ailleurs. Avant cet exactement. épisode-là de ma vie, je me reposais sur mes acquis et je me disais: «OK, c'est normal quoi». Ouais, c'est quand tu es dans la mouise comme ça que tu te rends compte de la qualité de ton entourage, tu vois? Carrément. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un entourage en or, mais qui osent pas en parler non plus, tu vois? Et Et ouais, c'est ce que je trouve super c'est là où dommage. toi tu as pris tes responsabilités. Pour moi, c'est vraiment une histoire de Ouais, prise de responsabilité et moi, j'ai fait comme toi, hein. Moi, quand j'y pense, c'était très bizarre, hein, mais le jour même de ma première crise d'angoisse, tu vois? J'en ai direct parlé, mais directement moi à mes aussi. amis les plus proches, tu vois? Genre, j'ai pas perdu une journée en mode, pour en parler. J'ai toujours su un peu d'avance, d'anticipation, même si j'avais jamais été, tu vois, confronté au monde de la santé mentale. J'en ai parlé directement et clairement, c'est un de mes indicateurs. Pour moi, c'est un indicateur. La vitesse à laquelle tu parles de ce que tu as à tes proches, et l'ouverture que tu as à en parler, tu vois? Après, bien sûr, Ouais, tu peux toujours aller dans l'excès où tu vas trop en parler ou quoi, c'est sûr qu'il y a ce risque-là, mais bon, c'est complètement, ouais. renversé par Bah, les bénéfices après on que tu en tires d'en parler, tu vois? Et je sais que j'ai eu la «chance» entre guillemets de me enfin, c'est une chance et ça en est pas une, de me faire l'entourage que j'avais à ce moment-là mmh, et aujourd'hui, encore et je sais et je vois, je lis, j'entends qu'il y en a qui n'ont pas forcément d'entourage parce qu'ils se sont enfermés, parce ouais, que volontairement ou pas volontairement d'ailleurs, mais avec tout ce qu'on a aujourd'hui de possible pour se créer son entourage, il faut avoir le culot, ouais, pardon du mot, c'est mais il faut exactement avoir le ça. culot d'aller vers les gens et d'en parler. Mais que ce soit X ou Y Mmh, personne, même si on a 9 qui vont pas nous écouter sur 10, la 10e, elle nous écoutera et il faut vraiment pas hésiter. Moi, j'ai plus du tout de honte d'en parler à quiconque et si la personne, elle a pas entre guillemets «les épaules» pour écouter ça, il y en aura une autre et il ouais, y bah, aura aucun souci là-dessus. tu filtres Ouais, tes mais complètement. moi, c'est pour ça que c'est un j'aime bien l'idée que tu dis: «Il faut créer son entourage». Parce qu'il Ouais. y a beaucoup de gens qui sont isolés, hein, parce qu'ils complètement. Je sais qu'il y a des gens Bah qui oui, s bah, surtout quand c'est vraiment anxiété, quand tu t'enfermes chez toi, et que tu veux ouais, pas sortir et tout, tu t'isoles et je sens qu'il y a des abonnés qui m'envoient des messages, mais je sens que je suis la seule personne avec qui ils peuvent parler. Mais c'est ouais, eux qui font le choix, que ce soit que moi, la personne dont avec qui ils veulent parler. Parce que c'est facile, parce que c'est sur TikTok, parce que c'est sur Habituel et cetera.
Mais dès que je leur propose d'aller Ouais, voir un psychologue ou un psychiatre, ils veulent pas, tu vois? Et là, ouais, je peux rien faire parce que, je peux donner des conseils, je peux faire des vidéos qui rassurent, je peux faire tout ça. Mais ouais. je peux pas, heu, t'inscrire pour aller voir un psychologue à ta place, je peux pas t'inscrire à aller en parler à des proches à ta place. Et puis cette idée de, oui, du coup, tu es enfermé, tu peux pas en parler, elle est fausse parce que moi, je sais que j'ai fait comme toi. Je suis littéralement Ouais, créé des potes, j'ai redoublé d'efforts pour me créer un entourage quand mon anxiété est arrivée. exactement. Parce que justement, l'une des raisons pour laquelle, j'ai eu ce qui m'a j'ai eu ce que j'ai eu, c'est parce que je m'étais isolé socialement, tu vois? Je sortais plus. J'avais une vie très Ouais. fade, en fait. J'avais une vie très fade où je sortais pas vraiment le week-end. J'avais des potes, hein, tout se passait très bien, mais on se voyait pas en Mmh. dehors des cours, tu vois? Parce qu'on avait la flemme tout simplement de sortir et de se voir, tu vois? Et donc, bah, je me suis dit: Mmh. je vais me faire d'autres potes», tu vois? Ça va pas m'empêcher de perdre mes potes d'avant, mais je vais multiplier, en fait, mes connaissances sociales et je et je me Exactement. rappelle un jour où j'avais remarqué que j'avais 2 mecs, un qui était un ancien camarade de classe, mais avec qui j'avais parlé un cours, tu vois? J'avais vu qu'il était sympa, mais on n'était pas du tout potes à la base, tu vois? Et je savais qu'eux, ils habitaient près de chez moi quand j'habitais à Paris, à l'époque et bah, j'ai fait quoi? Alors j'étais en pleine anxiété, tu vois? Et que j'avais toute cette envie, c'était de rester chez moi et de m'isoler et bah, j'ai pris mon téléphone, j'ai créé un groupe Facebook avec ces 2 mecs à l'intérieur et je leur dis: «Les gars, ça vous dit, on va se faire un ciné, ensemble. On est voisins, autant, et Exactement. du coup, ils étaient en mode: «Ah trop chaud, let's go, vas-y, c'est parti» et au final, on n'est même pas allé Voilà. au ciné parce qu'on est allé au McDo et je leur ai un peu parlé de ce que moi j'avais et puis eux, ils ont parlé que heu, du fait qu'ils avaient vécu des expériences, similaires et puis, à partir de ce moment-là, en fait, c'est mes meilleurs potes aujourd'hui, tu vois? Alors j'ai continué à Ouais. me faire des potes, mais c'est des potes avec qui je suis encore pote aujourd'hui et c'est un de mes groupes Et les plus voilà. proches donc c'est via l'anxiété que je me suis bougé le cul, comme on dit et comme tu dis, il faut avoir le culot Ouais. et voilà, parce que pour moi, c'est vraiment une histoire de: «OK, c'est parce qu'il faut en parler, nin parce que quand tu as une dépression, une anxiété, il faut en parler pour être aidé». Mais ça va plus loin que ça. C'est que, il y a beaucoup de chances que Exactement. si tu es en dépression, si tu es en anxiété, c'est que tu as renié le besoin primaire de tout être humain qui est le social, en fait et tu t'es isolé trop Oui. longtemps, tu as eu la flemme trop longtemps, donc par des événements qui ne sont pas forcément ta faute, par des causes environnementales et anecdotiques de ta vie qui ont fait que tu as fini par t'isoler, mais c'est aussi pour ça que tu vois que tu finis en dépression, que tu finis en anxiété parce que tu t'es trop isolé, tu vois? Et Oui, et donc carrément. réagir un peu à Et l'inverse, c'est OK, enfin, moi, j'ai été OK avec ça, pas de suite parce que je me suis flagellée, je me suis, ouais, auto-jugée, mais vraiment plus. Alors que, in fine, je ça peut faire du bien. Oui, on s'est isolé, c'est qu'à un moment donné, on en avait besoin, c'est qu'à un moment donné, le cerveau, il a ouais, voilà, moi, j'en pouvais plus, je pouvais plus du tout et ouais. je me suis laissée guider par ça, j'ai été très bas. Mais encore une fois, quand j'ai osé, me bouger et entre guillemets «en parler», heu, voilà. Dès que j'ai ouvert la bouche et que j'ai dit à ça a commencé par ma mère, et en fait, on sait même pas ce que les gens ont vécu avant, on s'y est même Mmh, pas intéressé parce que les gens ne s'en vantent pas non plus, hein, d'avoir eu des épisodes, comme ça, ouais. c'est assez traumatisant et on veut pas forcément s'en vanter parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on se vante que de ses réussites. Mais moi, dès que j'ai commencé à en parler, j'ai compris qu'en fait, j'étais vraiment loin d'être la seule à qui ça arrivait, à qui c'était arrivé et que mais toutes générations confondues, que ce soit parents, grands-parents ou même, ma petite sœur qui a aujourd'hui 12 ans, on est tous confrontés à ça et à une période de sa vie ou à plusieurs périodes de sa vie, ça nous Mmh. arrive et partager les expériences, c'est vraiment enfin moi, ça m'a trop aidé Pour quoi. moi, ouais, il y a un côté, oui, OK, soulagement et se sentir pas seul, mais il y a aussi tout simplement un côté collecte d'informations. Tu partages des expériences et chacun peut partager des clés justement d'amélioration et de guérison à l'autre. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est le facteur le plus, important, mais après il y a un truc pour moi, où j'ai un avis assez tranché sur un sujet qui est relié à ça. C'est tout le principe des alcooliques anonymes. Donc je sais pas si tu vois le principe où, des gens se réunissent en cercle, chacun est dans la même, galère et en fait, chacun co-rumine sur sa situation. Il dit: «Moi, ça va pas à cause de ça, Ouais, ça, ça» et on glorifie le fait d'en parler. En mode: «Ah, tu en as parlé, c'est bien», tu ouais, vois? Oui, c'est bien, au début. Il faut faire ça au début. Faut faire l'état des lieux au début, mais
c'est pas en faisant ça pendant des années que tu vas aller mieux. Au bout d'un moment, il faut passer à la vitesse supérieure, tu vois? Comme sur une voiture Ouais, et arrêter ce qu'on appelle parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la co-rumination. Quand donc ça peut se passer soit aux alcooliques anonymes, mais par avoir un groupe de soutien, hem, un tel ou un tel, tu vois? Mais même ça peut se passer entre 2 amis. Imagine, toi, tu es ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui aussi vit la même chose. Bah, moi, je vois des fois, tu vois des espèces de groupes qui se forment où des gens vont se reconnaître et en fait créer des liens sociaux et renforcer des liens sociaux par le fait qu'ils vivent la même chose et qu'ils vivent du coup une dépression, une anxiété. Mais du coup, s'enferment dans un cercle de co-rumination où un cercle où ils vont continuer les mauvaises habitudes et cetera, tu vois? Donc ça arrive en ouais, dépression où les gens vont se complaindre et tout ça. Ça peut aussi arriver, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça dans les universités en général. Tu sais, quand tu as des groupes sociaux qui se forment, il y a toujours un groupe social, enfin pas toujours, mais en général, c'est les anxieux. Donc c'est des gens qui vont, rester entre eux, sortir, prendre beaucoup d'alcool, prendre du Xanax récréativement, prendre de la weed et cetera. En général, les groupes, sociaux qui sont formés autour de gens qui fument beaucoup de weed, c'est des gens qui sont anxieux de base et du coup, bah, ils s'entraînent en fait vers le fond tous ensemble et il faut faire attention à ça. moi j'ai moi j'ai malheureusement dû couper les ponts avec, Ouais, une de mes meilleures copines parce qu'au même moment, on a été dans la même situation et en fait, ça a été je savais qu'il fallait que je cale avec elle des moments pour la voir assez périodiques. ouais, Parce que si c'était trop, on allait s'entraîner justement vers le fond et il fallait qu'elle, elle se fasse aider de son côté, par son entourage, par, son suivi psy, par ses médicaments, partout. Que moi aussi je fasse la même chose de mon côté et aujourd'hui, on recommence à peine à se ouais. alors que ça fait 6 ans, hein, on recommence à peine à se côtoyer, à se parler parce qu'on sait qu'on a trouvé toutes les 2 nos habitudes, qu'on essaie de encore aller de l'avant pour ma part, Mmh. et pour la sienne aussi, mais sur des sujets différents. Mais à ce moment-là de notre vie, on savait que si on se côtoyait H24 et qu'on continuait comme on le faisait, on allait se mener vers le Ouais. bas. Donc bien sûr, 1 fois par an, j'envoyais un message, pour son anniversaire, pour le mien et on se demandait de nos nouvelles, on s'encourageait. Mais ça s'arrêtait là parce qu'il y a des moments où et c'est là où malheureusement, on est obligé de faire des choix, plus faciles ou Mmh. difficiles pour d'autres. Mais là, je me suis écoutée là-dessus et c'était sûr qu'il fallait pas qu'on s'engraine, Mmh. donc Bah, ouais. c'est marrant parce que moi, j'ai eu exactement la même chose avec un mon meilleur pote de très longue date qui lui, en fait, quand moi j'ai découvert ce truc-là, lui, il avait, enfin l'anxiété, lui, il l'avait depuis un petit moment. Mais lui, je voyais qu'il avait absolument pas la même, façon de réagir. Lui, il passait beaucoup par justement l'automédication, la prise de drogue, la complaisance, la victimisation et des en fait des méthodes que, au fond de moi, j'étais absolument pas d'accord et je savais que Ouais. si j'allais continuer, tu vois, dans cette voie-là, essayer de le convaincre ou essayer de parler de ça avec lui, ça allait pas on allait finir par, tu vois, pas se détester, mais ça allait pas être plaisant. Oui, ça va dans le Ça va dans le mauvais, mauvais c'est sens et même néfaste. pour la Et relation. pour l'un et pour l'autre, Exactement. hein. Et Ouais, donc du ouais, coup, bah, j'ai fait comme carrément. toi, mais tu vois, moi, ça a été très temporaire en mode au bout d'un moment, je me suis dit bah, j'en avais parlé à ma psy, tu vois, de ça. Et même ma psy, elle m'avait dit: «Ça, faut que tu te prépares au fait qu'il ira mal toute sa vie et qu'il aura des problèmes comme ça toute sa vie». C'est ce qu'elle m'a dit, je l'ai pas forcément, cru, tu vois? Et tout ce que j'ai fait, c'est que Mmh. j'ai essayé de garder la foi et je me dire: «Il trouvera en fait, par lui-même la force», parce que je savais que c'était un mec intelligent, la force et Mmh. l'intelligence d'arrêter toutes ses habitudes de destruction, donc l'alcool, la weed et tout ça et qu'il a commencé à se prendre en main tout seul parce que, voilà, c'est aussi un être humain qui a son intelligence et tout ça. Et donc j'ai attendu, je suis parti, moi, à l'étranger pendant Mmh. 4 ans, ouais. Et quand je suis revenu et bah, j'avais le plaisir de constater que ma psy, bah, s'était trompée et qu'il s'était clairement repris en main et maintenant, tu vois, je le vois quasiment tout le temps parce qu'il s'est clairement aussi il a complètement évolué lui aussi de ce côté, tu vois? Donc c'est vraiment cet aspect, ouais, des fois, la patience, comme je disais avant, ça se lie avec la foi où tu es en mode, bah, les choses vont s'arranger. Mais ça peut aussi passer par les relations comme ça où tu vois que tu as un pote qui va pas dans la bonne direction, que tu dois justement te séparer. C'est pas définitif si tu décides de prendre tes distances parce que tu sens que c'est pas la bonne chose pour toi. Garde la foi quand même, Ouais, comme toi tu dis que tu es en train de carrément. reprendre contact avec elle. Ouais, tu vas voir peut-être qu'un jour, vous allez vous voir tous les jours, tu vois? Genre ça tu sais jamais et c'est ça aussi je trouve que Non, mais c'est parce que clair. tu parlais de patience tout à l'heure et c'est intéressant d'en parler, c'est que
Quand quand t'arrives à un truc comme ça, jeune en plus, quand tu as notre âge, tu as l'impression que c'est toute ta vie qui est basée sur ça et toute ta vie sera basée sur ça. Tu es en mode: «OK, bah, ma vie est finie, Ouais, c'est fini toi maintenant», tu vois? Mais après, quand tu vis ça, tu te rends compte qu'en fait, ça met tout en perspective en termes d'années et qu'en mode, même si le truc dure 10 ans, bah, 10 ans, c'est 10% de ta vie, quoi. Donc ça met vraiment tout en exactement. perspective et remettre les choses en perspective comme ça t'aide à avoir de la patience et te rends compte que, bah, c'est juste une phase de ta vie et qu'en vrai, on dit que la vie est courte, mais non, la vie, elle est super longue. Moi, c'est Ouais, non, vraiment la façon dont il y a le temps. il y a le temps, tu vois? C'est vrai, Et heu c'est vrai, et c'est pour vrai. moi, c'est un truc très important, un truc dont je parle de temps en temps, c'est la distinction, en fait, entre prise de responsabilité et culpabilité. Et c'est un truc que j'avais te parler avec toi pour que tu me dises un peu comment pour toi, si je te dis prise de responsabilité et culpabilité, c'est quoi la différence pour toi? Je pense que c'est tout ce que l'anxiété a pu m'apprendre. Hem, c'est que, j'ai la culpabilité pour moi, c'est quelque chose qu'on en fait, c'est une punition qu'on se donne, alors que la prise de responsabilité, c'est qu'on a évalué, tout ce qui était risque et bon ou mauvais, pour, prendre une décision bonne pour nous dans le temps, Mmh, en fait. Et c'est là où je parle de patience, c'est que, prendre ses responsabilités, des fois, ça peut faire, beaucoup de mal. Moi, j'ai été dans une relation pendant 8 ans avec ouais, quelqu'un, qui ne comprenait pas et qui aujourd'hui ne comprend toujours pas ce qu'est l'anxiété et ouais, qui, voilà, qui est fermé là-dessus. Et ma prise de responsabilité a été de partir de cette mmh. relation. Heu, sur le coup, c'était pas drôle, ça m'a pas plu du tout, mais je sais qu'avec le temps, ça m'aide et que voilà, en prenant mes responsabilités là-dessus, je peux aller mieux, je continue de m'entourer de bonnes personnes et voilà. Pour moi, tu as soulevé un point très important. Je pense que c'est un peu ce qui fait la différence entre les 2, c'est cette histoire de tu prends une décision aujourd'hui qui va être douloureuse, tu le sais, pour le futur. Et pour moi, justement, la culpabilité, ça vient de la même chose. C'est déclenché par le même élément déclencheur. Il se passe, tu es dans une mauvaise situation et tu te rends compte Ouais, que la raison pour laquelle tu es dans cette situation, c'est dû à toi, c'est de ta faute. C'est à cause de toi, à cause de choses que tu as fait toi, de décisions que tu as pris toi, que ce soit directement ou indirectement. Tu sens que tu as une part de responsabilité, en fait, d'être dans la position dans laquelle ouais, tu es. Et donc que tout le monde va ressentir cette chose vraiment négative de: «C'est de ma faute, j'ai fait ça à cause de moi et c'est de ma faute si je vis tout ça», tu vois? Et et pour moi, en fait, c'est vraiment une histoire c'est lié à la capacité que tu vas avoir à supporter la douleur au court terme. Parce que quand tu veux pas supporter la douleur au court terme, tu te ressens cette culpabilisation et du coup, tu vas aller dans la culpabilisation qui, pour moi, est une forme de victimisation, en fait, en mode: «Ah, c'est comme ça», parce que ça te donne un soulagement court terme, en fait. Toute forme de culpabilisation ou de ouais, la culpabilisation, en fait, c'est une victimisation et la victimisation, pourquoi c'est très répandu comme mécanisme et pourquoi ça marche au court terme? C'est parce que ça t'offre un soulagement et ça libère une espèce de pression de façon temporaire qui t'offre une petite décharge même si c'est pas forcément vécu comme quelque chose de positif, mais au moins ça libère un peu l'énergie négative, mais au court terme. Alors que l'inverse, quand tu prends tes responsabilités, c'est comme si tu prenais le choix d'amplifier la douleur du moment, parce qu'en plus de la douleur, de la souffrance que tu ressens, tu vas ajouter la souffrance du changement, qui ça fait encore plus mal, qui rajoute encore, des stress émotionnels, mais tu le fais pour le futur. Et c'est clairement lié à la patience, tu vois? Est-ce que tu es capable d'encaisser quelque chose aujourd'hui pour aller bien demain? Si tu es capable de faire ça, tu vas tendre à aller vers une prise de responsabilité saine. Donc comme toi tu as fait, avec ton petit copain, tu savais que ça allait être douloureux la rupture, très douloureux même, mais tu savais au long terme que ça allait être une décision qui allait être importante et une bonne décision. Et à l'inverse, tu vois, si tu aurais été plus dans l'impatience et penser seulement au moment présent et ne pas avoir la patience de, mal vivre un moment maintenant pour mieux le vivre après, tu serais jamais parti. Parce que tu aurais eu trop peur de ce moment de douleur après avoir quitté ton copain et tu l'aurais jamais fait, tu vois? Et pour moi, ça, c'est pour ceux qui écoutent, c'est vraiment un truc sur lequel faut que vous vous penchiez parce que surtout et c'est pas mal, hein, je vous tire pas la balle dessus si vous le faites, mais je sais pas si tu les as vus ces commentaires, Morgane, mais il y a des gens qui sur mes vidéos, alors que je propose, une solution,
il y en a qui la plupart, en fait, vont me demander des questions par rapport à la solution, donc une clarification ou donc je vois qu'il y a cette écoute qui a été faite sur la solution, cette attention qui a été placée sur la solution plutôt que, le problème en lui-même. Et donc là, je vois que c'est des gens, qui vont vers le bon chemin, qui sont déjà bien lancés sur la guérison et donc je me fais pas trop de soucis pour eux, tu vois? Mais par contre, je vois beaucoup de gens qui, vont juste se complaindre, de leur situation. Genre: «Ça va mal à cause de ça, ça va mal à cause de ça, ça va mal à cause de ça» et en ignorant, en fait, la solution qui a été donnée et c'est exactement ce que je viens de dire, en fait. C'est lié vraiment à ça, c'est que il y a tout à comprendre dans les gens qui font ça. C'est que tu vis quelque chose de très négatif et donc du coup, le fait de l'extérioriser, surtout sur un au sein d'un groupe qui est prompt à te comprendre, ça aide beaucoup et ben, ça va te faire sentir mieux. Tu vas peut-être recevoir des likes sur ton commentaire, tu vas avoir des gens qui vont te répondre peut-être, en mode: «Viens, pour en parler si tu veux» et cetera. Des choses qui sont positives en soi. Mais à long terme, pour ta guérison, c'est pas positif du tout. Parce que Ouais, tu ça va être t'enfermes éphémère. exactement, c'est éphémère, le soulagement, mais par contre, tu éternises ta situation qui ne te convient pas du tout, tu vois? Et Exactement, exactement. et donc je veux me mettre en Bah, garde, après, je pense qu'on passe tous par là, oui, c'est sûr, je pense que c'est le premier step. On passe tous exactement. par ce moment-là où on va, voilà, être dans le déni, parce que ça fait du bien, au cerveau. On envoie je sais pas quoi, mais ça c'est moi, j'ai eu cette période pendant plus d'un an où OK. j'ai été dans le déni et que j'ai voulu, je me plaignais tout le temps de la même chose, on me donnait tout le temps les mêmes conseils, mais je restais et le changement, il est venu que de moi. C'est pour ça que aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, j'essaie aussi d'aider mes amis, j'essaie d'aider des membres de ma famille parce que j'ai eu une expérience sur quelque chose, qui peut être mise à sur plein d'expériences de la vie et en fait, j'ai compris que le changement, il pouvait venir que de moi. J'ai Ouais, j'ai eu beau entendre, des milliards de fois, les mêmes choses, c'est ça je balayais. En fait, j'entendais que ce que je voulais entendre. ouais. À partir du moment où moi, je me le suis dit à moi-même et je me suis auto-écoutée parce que c'est super important. Là, j'ai compris qu'il fallait que les choses, elles bougent pour que ça ait du sens et que si je faisais pas bouger les choses et que je mettais pas un coup de pied dans la fourmilière, comme on peut dire, ça allait rester comme ça, comme c'était et puis j'allais rester à me plaindre dans ma mauvaise situation et que les choses n'allaient pas bouger. Moi, pour moi, c'est un truc que j'ai compris quand j'ai commencé, mon activité de coaching, c'est que, l'art du coaching et d'aider les gens, c'est de leur faire croire que l'idée vient d'eux. Ouais, carrément, Si tu es capable tu vois, si tu es capable de faire une sorte d'une façon où les gens, ils vont être en mode: «Ah mais attends, ça me fait penser à ça. Ah ben en fait, je suis un génie, j'ai trouvé la solution», tu vois? Si les gens, ils ont carrément. tout le monde a un ego, tu vois? Même moi, j'ai un ego, Ouais. tout le monde a un ego Ouais, et donc tu veux que l'idée vienne de toi et tu je peux arriver moi, tu vois? Et je l'ai déjà fait un milliard de fois, genre quelqu'un qui regarde mes vidéos, en écoutant ce que j'ai à dire, tu vois? Et vraiment en mode, je vais écouter ce qu'il a à dire sans, placer mon ego entre les 2. Il y en a qui le font et ben, très rapidement, il peut résoudre son problème, très, très rapidement. Mais comme tout le carrément. monde et même moi, je l'ai fait, tu vois? Moi, il y a plein de choses que je dis, donc c'est pour ça que je vais pas faire le mec, il y a plein de choses qu'on m'a dit que je dis maintenant. On m'a dit dès le début mon anxiété, mais je l'ai pas écouté et je l'ai écouté Exactement. enfin genre 3 ans après, tu vois? Genre, Ouais, ouais, moi mais aussi. il y a ce côté-là où ouais, on comme tu dis, on se coupe à écouter ce qu'on, la seule chose seulement ce que nous on a envie de croire et ça c'est normal et il y a une quote qui est, il y a une quote que j'adore. Je sais plus de qui elle est cette quote, mais c'est: «Plus tu es silencieux, plus tu es capable d'entendre». Donc Ouais, plus tu es capable de arrêter d'écouter que tes pensées et de te dire, et de vouloir répondre absolument à tout le monde, tu vois? Que ce soit répondre à tes pensées, mais répondre aussi aux autres. Donc ça marche aussi, tu vois, pour une conversation que tu as avec quelqu'un, tu vois? Si tu veux, tu vois, communiquer quelque chose que tu es pas forcément d'accord avec la personne, si tu n'es concentré que par dire ce que toi tu as, tu vois? Ben tu vas être incapable d'entendre, tu vois, la solution qui est donnée et moi ça m'arrive et des fois il y a des gens qui m'envoient des messages, tu vois? Et ils commencent à me parler à dire leurs problèmes, je leur réponds avec, «Bah, tu devrais faire ça, 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 ça» et assez court, tu vois? Parce que c'est par message et et je vois très bien, tu vois, qu'ils écoutent pas du tout ce que je dis, mais parce qu'ils veulent me partager toute l'émotion qu'ils ressentent, la sensation, comment ils le ressentent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête exactement, à quoi ils ont l'impression et comment ça a évolué et cetera. Mais en fait, en faisant ça, bah, ils s'aident pas du tout et pour moi, c'est mmh, un peu justement c'est devenu, tu vois, le métier du psychologue et de la psychiatre, tu vois? Même si c'est très ouais, caricatural, mais c'est malheureusement trop peu la réalité, c'est que maintenant tu vois, quand on dit psy, on a vraiment cette image de la personne qui est sur un canapé, qui dit rien
et qui laisse l'autre parler, tu vois? C'est un peu Ouais, aussi l'image un peu, négative qu'il y a, mais parce que justement, c'est une partie qui est nécessaire, en fait et pour moi, ouais. c'est pour ça que n'importe qui doit avoir un psychiatre, juste pour ça. Juste pour chaque Ah oui. semaine pouvoir dévaliser, tu vois, tout ce que tu ressens, comment tu le ressens et cetera et juste le fait de l'exprimer, ça a une vertu, bah, thérapeutique, tu vois? Ah ouais. Moi, c'est mon combat, je répète, mais sans cesse, mais aux gens que je connais peu, Ouais, beaucoup, tout mon entourage. Pour moi, tout le monde doit aller voir quelqu'un un jour, mais sans bah, bien forcément sûr. attendre d'avoir un problème ou d'aide. Voilà, ou de ressentir des choses, d'avoir de l'anxiété ou autre dans ta vie. Pour moi, tout le monde, à un moment donné dans sa vie, doit avoir le cran, l'audace de se dire: «OK, je prends rendez-vous et je vais parler». Je sais pas de quoi je vais parler, je vais y aller. Je sais pas, de quoi va être fait la séance, mais voilà. Pour moi, c'est ça commence par ça et malheureusement, il y a encore une image tellement moi, j'ai encore, beaucoup dans mon entourage qui me disent, «Ah non, moi, je vais pas voir quelqu'un parce que si tu vas voir quelqu'un, c'est que tu es fou». Ouais. «Ah d'accord». Putain, c'est la honte, mec, de pas avoir un Mmh. psy quand même, c'est la honte Ouais, c'est ça et pour moi, en fait, et c'est c'est trop impossible dommage. d'arriver pour moi, c'est impossible d'arriver à 20 je sais pas, pour moi, au bout d'un moment, quand tu arrives vers 25, 26, 27, c'est impossible. À moins d'avoir eu, tu sais, l'enfance parfaite, les parents parfaits, Et aucun encore, hein, et trauma et encore. cetera et encore, justement. Et encore parce que ça amène d'autres traumas, hein, pour avoir Ouais, côtoyé des gens qui avaient quand tu es tout de confronté à la «parfait» réalité, entre guillemets. tout ça, ouais Exactement. et bah, pour moi, c'est impossible que tu pas un truc à gérer, tu vois? Bah, Pour ouais. moi pour moi, je dirais pas non plus y aller alors que tu aucune raison, mais pour moi, tout le monde sait au fond qu'il y a une raison pour y aller, tu vois? Genre, Ah oui. si tu es persuadé qu'il y a aucune raison que tu as vraiment dans ta vie, n'y va pas, c'est pas ça qu'on veut dire, mais Mais en sois fait, honnête moi, c'est avec juste que toi je me et dis, voilà, c'est les gens qui sont pas honnêtes envers eux et qui se mettraient un coup de pied aux fesses, pardon, pour, y aller ouais, et qui se prendraient en pleine figure. Ah ben oui, voilà, j c'est juste un truc que j'ai en moi et qui existe, mais que je cachais, que j'enfouissais au plus profond de moi pour pas le sortir et pour pas le guérir. Mais en y allant, en faisant la démarche de, ça remet en lumière le problème ou ouais. la chose et ça m'aide à le régler Parce que pour, pour moi, en dans le fait, futur, il y a une part pour moi, la théorie que j'ai, Morgane, sur ça, c'est qu'il y a une part de désespoir au fond où les gens, ils n'y croient pas. En fait, pour moi, les gens ont juste perdu foi au fait que tu peux ouais, guérir ces choses-là. Et ça, c'est un ouais, truc sur lequel moi, je me combats parce que ça vient aussi beaucoup du système actuel. Moi, tu ouais. vois, j'avais mes ma psy, j'ai eu la chance qu'elle soit pas comme ça, mais j'ai très vite pris conscience que c'était l'une des seules. Elle me disait: «Oui, tu peux parfaitement guérir de ce que tu vis». Mais il y en a plein, 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 des surtout des psys qui il y a des psys qui ont des chaînes de réseaux sociaux, sur YouTube ou sur TikTok ou quoi et ils vont dire à tout le monde: «Non, mais de toute façon, vous faites pas trop d'idées, vous en sortirez jamais vraiment et il faut accepter ça». Et après moi, sur mes vidéos où je dis, tu vois, que je suis pas d'accord, on vient me culpabiliser de me dire: «Tu vends du faux espoir aux gens en disant que tu peux guérir de ça». Et ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point parce que c'est pas parce que ta méthode marche pas sur les gens qu'il y a pas une méthode qui peut qu'elle marchera pas que ça Exactement. marche pas sur tout le monde, en fait. Et ça, c'est un Moi, truc c'est ce qui que est je dis à mon entourage aussi, ça aussi, j'arrête pas de je dis, je revends l'idée que en fait, déjà, il existe 50 milliards de psys sur cette planète, je ouais, pense et s'il y en a un qui nous convient pas, on s'écoute. Moi, je me suis ouais, écoutée, j'en ouais. ai vu, je pense 3, 4 Ouais, tu bien fait. et il y a que à la quatrième où j'ai vu, voilà, parce qu'en fait, dès que je c'est pas que alors il faut pas attention parce que dans mes amis, j'ai aussi eu ça, c'est qu'elle voulait pas entendre ce que la psy lui disait. Ça, Ouais, c'est autre chose. Il faut être prêt à entendre tout ce que la personne en face a à nous dire. mais C'est ça pas tant rejoint ce ça, qu'on c'est disait tout à l'heure sur la prise de responsabilité, voilà, hein. exactement. C'est pas la responsabilité de se dire: «OK, j'encaisse ce qu'elle va me dire et je dois faire avec et je vais en faire quelque chose». C'est juste qu'il y a des moments où, voilà, moi j'avais en face, une personne voilà, qui minimisait ce que je Ouais, vivais, pardon, et qui me disait, voilà, qu'il fallait que je vive avec, pareil, et que, bah, fallait juste que je fasse avec et qu'il y a des moments où ça n'allait pas aller, des moments où ça allait aller et que c'était comme ça allait être comme ça jusqu'à, ce que je sois plus là. Mais ouais, non, bah, non. voilà, ça aussi, j'ai et du coup, j'en ai changé. Il faut pas s'inquiéter. Il y a plein, plein de spécialistes qui existent et là-dessus, moi, j'avais la foi de justement de trouver quelqu'un qui pouvait se dire: «OK, ben je viens dans ma barque, je vais t'aider, tu vas Mmh. t'aider, je vais t'aider et ça va le faire et on va y arriver, quoi». Mmh. Pour moi, il y a plein de raisons pour lesquelles un psy peut pas aller. Soit c'est parce qu'il va être trop actif, soit c'est parce qu'il va être trop passif.
Mais pour moi, un truc Ouais. très important, c'est aussi cette histoire de est-ce qu'il croit lui-même? Toi, faut toujours poser la question. Une question super importante à poser à ton psy, c'est: «Est-ce que tu penses que je peux en guérir?» Tu vois? Et Ah ouais, et et la et carrément. la réponse dira tout. S'il bégaye ou il sait pas trop, nin, c'est qu'il sait pas de quoi il parle. S'il est capable de dire avec confiance: «Bah, bien sûr que oui, tu peux», c'est qu'il a déjà, eu des expériences bah, il a réussi à guérir avec succès des patients, tu vois? Et du coup, bah, il sait c'est un bon psy, c'est un bon indicateur du psy que tu peux avoir donc et ça, c'est un truc, je suis content que tu en parles parce que, c'est un problème que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'envoient des messages et je leur demande est-ce qu'ils voient un psy et qui me disent: «J'en ai déjà vu un, mais ça a pas marché» et du coup, ils en voient plus et du coup, ça fait des années qu'ils ont pas vu de psy parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Non, comme tu dis, il y Ouais, a c'est trop plein de dommage. mauvais psys Faut tellement persévérer, mais et c'est pas mais facile, avec mais ça et avec d'autres idées, hein, avec tout ce que j'ai «vécu» entre guillemets, par rapport à ça, par rapport à l'anxiété depuis 6 ans, si je persévère pas, je sais que c'est pour ça j'ai l'audace de parler, j'ai l'audace de faire plein de choses pour combattre ça parce que je sais qu'à un moment donné, ça va fonctionner, ça va ouais. marcher. Alors oui, ça prend du temps, mais comme j'ai dit, ça m'a appris beaucoup de choses. Je m'en plains, très souvent, mais je sais en prenant du recul et en me basant sur ce que j'ai eu et vécu, que ça m'a aidé dans plein de choses de ma vie et que ça va Mmh. continuer à m'aider et que je dois passer par là et je passe par là et c'est ça comme ça, je sais bien que là, moi, le truc qui me fait il faut trouver aussi, je pense, ce truc qui fait qu'on va se battre contre ça OK, et je suis moi, d'accord. ma raison, c'est que j'ai envie d'aller bien, heu, pour pouvoir construire une famille et que ce soit Mmh. équilibré et que je puisse donner le meilleur de moi-même aux futurs enfants que je pourrais peut-être Mmh. avoir. Et voilà, moi, je me suis mis ça en tête et je sais que ça m'aide à me battre. Je sais que ça, voilà, en ayant trouvé cette idée-là et en me levant le matin, je sais que c'est pour ça que je le fais. Et Mmh. je pense que ça aussi, ça aide énormément de trouver son objectif, son but. Pourquoi on fait ça? Alors, je le fais pour moi, évidemment, mais c'est vrai qu'en ayant travaillé sur plein de choses et plein de traumas que ma famille avait pu vivre, avant ou qui n'avaient pas réglé, moi, je me suis dit: «OK, je prends justement la responsabilité d'eux. Mmh. Ça n'a pas été guéri avant et ça m'est retombé dessus Tu fermes et la ben porte tant derrière pis, toi. c'est». Exactement. Ça suffit, c'est fini et Mmh. ça ne se reproduira plus pour les générations futures que j'aurai et que mes enfants auront. Ouais. Bah, c'est un peu le principe de notre génération, c'est que, avec les 2 guerres mondiales qui arrivaient, le covid, tout l'internet, tout est mis en Ouais, place qu'on soit la génération qui dit stop au trauma générationnel, quoi. C'est carrément. on est la dernière génération du trauma générationnel. Il y en a qui vont quand Je même trouve qu'on a continuer. tellement d'outils en plus, Ouais, mais c'est ça, c'est on a grâce aux tellement outils de et aussi à cause de la douleur qui est devenue trop grande aussi, tu vois? Parce que ça s'amplifie, ouais, les traumas générationnels, ça ouais, s'amplifie avec le temps et donc là, ça arrive à un stade où c'est plus possible et donc il y a une prise de responsabilité, par rapport à ça. Mais c'est vachement puissant ce que tu viens de dire juste avant là. Hem, je sais que c'est hyper puissant, mais j'ai oublié ce que tu viens de dire. sur le fait que que je me suis trouvé un but. J'aime pas trop le mot but, Exactement mais ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. mmh, C'est qu'en fait, c c'est exactement ce que moi j'avais fait aussi. C'est qu'au bout d'un moment, j'étais en mode: «OK, moi je veux guérir, pour moi c'est cool». Mais très tôt dans ma guérison, je pense à peu près 2 semaines ou un mois, on va dire, après ma première crise d'angoisse, je me suis déclaré à moi-même, heu, je dois pas seulement guérir pour moi, mais je dois guérir pour les gens après moi. Donc vous tous, en fait. exactement. Les gens à Mmh qui mh. tous mes abonnés, tous les gens à qui je parle tous les jours, les gens qui vivent ça maintenant, tu vois? C'est vous en soi qui m'avez aidé à guérir parce que c'est vous qui m'avez déterminé dès le début. Quand j'avais pas la force pour moi, tu vois? Je me dis: «Si je le fais pas pour Mmh. moi, je le fais pour les autres», tu vois? Et pour moi, Ouais, c'est un déterminant commun. Je sais que mon mentor à moi, heu, hem il avait failli, malheureusement en finir, mais c'est son fils qui l'a fait persévérer. Il a eu un fils qui l'a fait persévérer, c'est comme ça qu'il s'est donné la force pour guérir et j'ai l'impression que c'est un déterminant de guérison commun. Tous ceux qui ont guéri, c'est parce que la motivation était plus que eux-mêmes. La motivation, elle est au-delà eux-mêmes et les gens qui, bah, c'est malheureux, mais qui ne pensent qu'à eux, même si c'est douloureux et que c'est compréhensible que plus quelque chose est douloureux, plus tu vas penser à toi. C'est logique, tu vois? ouais, C'est eux qui ont le moins de chances de guérir parce qu'ils pensent qu'à eux. Dès que tu peux apporter à un enfant, une potentielle famille ou juste les gens qui vivent la même chose que toi dans le futur, mais tu doubles, mais je sais tu doubles tes chances de guérison parce que tu vas doubler ta détermination et c'est ça qui te permet d'avoir justement cette patience, cette résilience
et cette remise en question et tu te considères plus comme le centre de l'univers, en fait. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Tu plus le centre de l'univers, tes émotions ne sont plus carrément. le centre de l'univers et du coup, tout baisse en intensité, tout baisse en priorité. Les choses sont remises en perspective et là, tu peux aborder les choses d'une façon beaucoup plus pragmatique et j'ai l'impression, en te parlant, Morgane, que tu es quelqu'un de très peut-être que c'était pas le cas avant, mais là, en te parlant, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très pragmatique, de très droit au but, de très tu as pas le temps pour les conneries, j'ai l'impression. Ouais, un peu. Tu toujours Mais été comme ça c'est ou? l'anxiété. Non, c'est l'anxiété qui m'a fait devenir comme ça. C'est pour ça que je dis que ça amène, beaucoup de choses parce que du coup ça me fait redoubler d'efforts et ça me montre que je suis capable, en fait. Ouais et c'est un truc qui me que l'anxiété m'a donné aussi. C'est cette, des fois, cette envie de même si tu vas blesser des gens ou pas être d'accord avec eux ou quoi, bah, que le pragmatisme, passe avant tout, que la responsabilité passe avant tout, qu'il y a des choses à faire, qu'on n'est pas tout seul. C'est vraiment lié à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on fait pas ça que pour nous, il y a des gens derrière, tu vois? Et Ouais. voir vraiment tout ça comme un groupe de personnes qui trouvent une solution ensemble, tu vois? Et pour moi, c'est vraiment ça qui se passe. C'est pour ça que pour moi, depuis qu'on a internet et l'interconnectivité, bah, peut-être que personne ne le dit, mais moi, je suis hyper optimiste pour le futur de la santé mentale grâce à ça, justement. C'est parce que pour la première fois depuis, bah, l'histoire de l'humanité, depuis à peine 10 ans, les gens ont la possibilité de partager leurs témoignages, de partager leurs découvertes, en fait, des millions de personnes affrontent l'anxiété en même temps, tu vois? Et donc des Mais millions de oui, personnes, partagent aussi leur réussite contre l'anxiété et donc c'est inévitable logiquement, d'un point de vue purement logique, c'est inévitable que dans les années qui vont venir, l'anxiété, on aura trouvé la solution et ce sera plus le problème que c'est maintenant. Ça sera un truc qui sera réglé beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Tu auras un système bien plus efficace pour le guérir parce que justement, comprendre qu'on est tous ensemble, tu vois? Et qu'on va c'est en s'unissant et c'est aussi en faisant les choses pas que pour nous, qu'on a la force pour arriver justement à trouver les solutions et à faire les choses différemment et ça active une partie du cerveau que tu pensais pas accessible avant, et donc ça, c'est un gros conseil que je peux donner aux gens qui écoutent, même si je sais pas, c'est vraiment un conseil que tu peux donner, ça doit venir de vous, c'est, est-ce qu'il y a des gens, pour qui peuvent vous motiver à faire ça? Est-ce que c'est un fils? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que ça peut être des parents, ça peut être des frères, ça peut être des et autant que vous pouvez d'énergie, de ces personnes-là. Quand ça va mal, au lieu de penser qu'à vous, vous dites-vous: «OK, bah, maintenant je pense à moi, mais je pense aussi aux gens qui vont venir après ou à mon frère ou à ma sœur» et ça va vous donner un coup de boost, mais de fou. C'est clairement une source d'alimentation, pour votre guérison qui est insane, vraiment. carrément. Et qu'est-ce que tu penses du coup donc là, tu dis que ça fait 6 ans que tu as, vis ce problème d'anxiété, donc tu m'as dit que tu avais vécu à peu près 1 an et demi dans une phase de déni, c'est ça? Où tu Ouais, étais un peu fermé à ce que les autres pouvaient te dire et comment ça a évolué après? Donc quand tu as enfin pris tes responsabilités, c'est ça? ouais. Heu, c'est pas vraiment du déni. Enfin si, j'ai eu beaucoup de déni parce que j'ai voulu en fait, je pense que le centre du souci que j'ai eu et je pense que ça arrive à beaucoup de gens parce que je le découvre, maintenant que j'arrive un peu à le guérir chez moi, Ouais, je le découvre beaucoup autour. Je pense que le souci que j'ai eu, c'est que j'ai voulu trop aider les gens qu'il y avait autour de moi et à après devenir toi-même, meilleurs. ouais, Voilà, alors que moi-même, j'allais pas bien et dès lors que j'ai arrêté de donner de mon énergie à des gens qui eux-mêmes ne s'en donnaient pas eux-mêmes, ouais, voilà, j'avais du coup beaucoup plus d'énergie pour moi, beaucoup plus de temps, et du coup là, je me suis prise en main. ouais, Parce que, on peut pas moi j'ai découvert qu'on pouvait malheureusement pas on peut aider les gens qu'il y a autour de nous, on peut pas les sauver, on peut pas les changer, si eux décident pas eux-mêmes de se bouger les fesses, hein, ouais. franchement, Mais ça, donc c'est la base de l'enseignement, de pleine conscience. Donc tous les enseignements qui viennent d'Asie et tout ça, de la culture bouddhiste et tout ça, c'est que le moyen le plus efficace, c'est de t'aider toi-même pour ensuite, toi, être dans une position d'aider les autres. Et exactement. c'est en contradiction totale avec, l'état d'esprit un peu plus marxisme qu'on a en France, en Occident, Et ouais, dans les sociétés occidentales où en fait on veut changer le système pour aider l'individu. C'est carrément clairement un truc qui et marche pas. Donc ça marche pas ah en fait. ouais, Donc moi j'ai beaucoup de sympathie, tu vois, quand tu as
des gens qui, bah, tous les gilets jaunes, tous les agriculteurs, tu vois, qui ont eu des conditions de vie horribles, tu vois, à cause du Mmh. gouvernement, tu vois? Mais ça marche pas, on voit très bien que ça ne marche pas. Mmh Tu beau mh. donner tous les efforts que tu veux, faire des sacrifices énormes, tu vois? Ça ne marche pas parce que ça ne marche pas, cette méthode ne marche pas. La méthode qui marche, c'est é de aider l'individu directement pour que l'individu aide la société. Donc c'est toi-même qui tu t'aides toi-même pour Mmh. ensuite aider la société. Il y a que ça qui marche. Il y a que ça sert à rien de chercher. Essaye pas d'attendre que le gouvernement résout tes problèmes parce que ça arrivera pas. Le gouvernement ne veut pas résoudre tes Mmh mh. problèmes. Aide-toi toi-même grâce à l'information que tu as qui est nouveau. Avant, c'était pas le cas. Avant, OK. Avant, on avait toutes les excuses possibles. Avant, il y avait pas internet. Avant, tu pouvais pas apprendre à coder ou apprendre à comment guérir d'un trouble d'anxiété sur internet. Maintenant, tu peux. Maintenant, tu as toutes les clés tout seul et genre justement, si tout le monde fait un effort de son côté et entraide les autres derrière, c'est des résultats, mais bien plus efficaces qu'attendre qu'en fait, que le système règle nos problèmes pour nous, parce que c'est de le faire, quoi. Ah mais c'est clair. Mais Et ça donc marche, dans la relation à nous, mais ça marche dans la dans tout. relation aux autres après. Ouais. Parce que du coup, si ça va pas moi-même, je sais très bien qu'avec ma relation avec les autres, ça n'ira pas et ainsi de suite. Mais ça, les gens n'ont pas conscience, ils sont toujours là à vouloir enfin, là, j'avais l'exemple avec, une copine à moi qui Ouais. essaie de résoudre un problème avec son couple, dans son couple, son Mmh. problème de couple, alors qu'en fait, elle-même, elle ne va pas bien. Règle-toi toi, Exactement. résous tes problèmes toi et tout va suivre. Et Ça, moi, c'est ce que c'est j'essaie de jour en jour de m'ancrer dans le cerveau, hein. Je dis pas que c'est facile et je parle avec une telle facilité qu'on dirait mmh. que j'ai tout résolu, mais non, je sais que, et c'est dur, hein, faut se faire violence, combien de jours, enfin, c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était les montagnes russes depuis 6 ans. Mmh. Parce que il y a un moment où ça va, parce que c'est pareil, ça va avec, mon hypersensibilité. Il y a un moment où je vais vivre la joie, ça va être génial et puis la tristesse, elle va être tout aussi dure et la colère pareil et toutes les émotions que je peux ressentir, ça va être pareil mais je tente de m'occuper de plus en plus de moi. C'est voilà, je continue à faire des erreurs, je continue à mal gérer des fois, mais c'est comme ça que j'apprends, quoi. Bah, justement, je pense que là, c'est le moment, parfait pour passer vraiment à la partie coaching envers toi direct, tu vois? Quel, heu, Qu'est-ce que tu penses qui te manque pour, hem, bah, arriver à une guérison complète? Est-ce que tu as Je conscience de ce pense que qui te la manque ou tu sais pas? ouais, ouais, je suis pratiquement persuadée que c'est la confiance en moi. D'accord. Il me manque que ça. Je pense que le jour où je donnerai plus d'importance à ce que je pense et à ce que je suis, plutôt que de donner en importance à ce que les gens pensent de moi, j'irai clairement mieux. Mmh. Pour moi, la clé dans tout ça, c'est que c'est vraiment dans le premier mot confiance, tu vois? Pour moi, ça veut dire Mmh. quoi confiance en soi, tu vois? Pour moi, c'est pas du tout une histoire de fierté, c'est pas du tout une histoire, de d'ego, c'est pas du tout une histoire de, tu sais, on a un peu cette idée de confiance en soi en mode quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui sait ce qu'il pense, qui dans sa tête pense au fait qu'il sait qu'il vaut ce qu'il vaut et cetera. Pour moi, c'est pas ça la confiance. Pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment si tu regardes le mot pour ce qu'il veut dire, c'est de savoir que, heu, tu trouveras une solution, que tu vas avoir des problèmes, tu vas rencontrer des difficultés, mais tu finiras par trouver une solution, tu vois? Ce chose Ouais. de tu avoir en fait confiance pas en toi, tu vois? Pas en toi en tant que ce que tu es, tu vois? Car cette confiance, tu devrais l'avoir de base, mais en tes capacités, tu vois? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est À partir du moment où tu as ayant confiance en tes confiance en tous capacités, les outils que j'ai, en fait. voilà. Pour moi, c'est ça la clé de la confiance en soi. C'est moi, tu vois, j'ai confiance en moi dans tout ce qui touche à l'anxiété. Pourquoi? Parce que j'ai les outils qu'il me faut. J'ai les phrases à dire à l'anxiété, j'ai les réponses à avoir bonnes de l'anxiété que je partage et j'ai les compréhensions des concepts de guérison importants. C'est des outils que j'ai, c'est pas moi, tu vois? Donc dès que j'ai une idée anxieuse qui arrive, bam, en quelques secondes, je peux la plier en 2 parce que j'ai ces outils-là, tu vois? Et c'est justement en ayant confiance en moi, mais de cette manière-là que je ressens du coup cette confiance en moi. Après, c'est une confiance en moi qui est très fragmentée dans certains aspects de ma vie, tu vois? Donc la confiance en moi que j'ai, par exemple, à gérer l'anxiété, elle est pas du tout au même niveau que là, ma confiance en moi qui est, d'être un bon influenceur. Influenceur, j'ai commencé ça il y a à Ouais. peine 10 mois, je sais pas encore ce que je fais, tu vois?
Donc évidemment que je la développe cette confiance en moi, tu vois? Mais pour moi, ça vient de là, c'est de comprendre que ça vient des outils. Donc quel outil tu as? Et si tu as du mal à accomplir, des tâches, si tu as du mal à si tu sens que tu pourrais mieux faire en termes de santé mentale, que tu pourrais te sentir mieux, il faut avoir la capacité de se dire: «Il me manque des outils». Parce que je trouve que trop facilement, tu vois, tu peux être en mode, «Non mais là, je vais beaucoup mieux qu'avant. OK, je suis good, c'est bon». Mais non, il faut toujours et je pense que c'est peut-être ton cas, après tu me dis, hein, après. Ouais. Ah oui, oui, Mais carrément. Mais la réalité me rattrape et me fait dire: «Ah non, attention, voilà, là, il te manque un truc». il te manque des outils et pour moi, il faut toujours avoir cet état d'esprit de, «Vas-y, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre encore? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux remettre en cause? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris?» tu vois? Et ça revient Mmh. en fait, c'est proportionnel au nombre de rechutes que tu as. Plus tu as des rechutes, même si les gens appellent ça la rechute, pour moi, c'est pas vraiment des rechutes. Pour moi, c'est juste des étapes d'apprentissage à accélérer, tu vois? Où tu es obligé, tu vois, d'apprendre parce que tu vas re-mal encore et tu as la frustration qui va avec le fait que tu vas re-mal et il y a rien qui va C'est le plus plus te dur, hein. motiver. C'est plus dur, mais c'est aussi le plus, C'est la plus dure, c'est je pense l'étape la plus dure dans l'anxiété, c'est quand il y a entre guillemets «des rechutes» et qu'on doit se remotiver et se remettre en selle ouais. en se disant: C'est comme ça, on fait acte». Moi, Mais pour j'essaie de moi, faire tu peux la acte du rendre truc. bien plus Encore une facile fois, j'ai en l'entourage, ayant compris. qu'il Tu faut. es là, J'en Morgane? parle aussi parce qu'il faut en parler Ouais. et moi, quand j'en parle et que j'ai l'entourage qui me remotive en me mettant encore une fois des coups de pied aux fesses pour que ça me allez hop, on Ouais. repart et voilà, jusqu'à ce que je «rechute plus» entre guillemets et que j'ai tous les outils, ouais, justement, c'est la confiance en ce que j'ai acquis pendant ces 6 ans, je pense. Mmh. Pour moi, ouais, la clé que je peux donner, la première clé, c'est vraiment, pars à la recherche d'outils, tu vois? Sois toujours à la recherche de nouveaux outils que tu as pas encore essayés. Donc je sais pas depuis combien de temps tu regardes mes vidéos, mais est-ce que tu t'es vraiment penché très sérieusement sur les concepts de guérison principaux dont je parle? Donc, tout ce qui est, mécanisme de contrôle, certitude et réassurance. Est-ce que tu t'y es vraiment penché là-dessus ou pas? Pas surtout, non. Sur lesquels tu t'es penché, Je sur je lesquels, je pense que j'ai pas encore, pris le temps et c'est mmh, un tort, je pense, de me dire que vraiment, grâce à certains outils, je pourrais guérir certains problèmes. Il y a bien sûr, il y a des moments où je vais avoir une comment dire? Un élan de confiance en motivation? me disant: «OK, ça va le faire, sans rien» et hop, je me casse, la gueule, pardon du mot et après, une fois que je suis au fond, j'arrive à me redire: «OK, ben là, il faut que tu regardes, il faut que tu t'informes, il faut que tu fouilles». Ouais. Il faut que tu prennes le temps parce que ça aussi, hein, je sais que j'ai fui de nombreuses fois le fait de prendre le temps pour moi, pour, avoir les outils pour guérir, pour tout ce qu'on veut. Tu fais du Heu, journaling ou mais pas? non. Alors j'ai eu fait et en plus, c'est là où le cerveau est fou, c'est que j'ai eu fait et j'ai vu des bienfaits et je sais que ça m'a fait du bien. Mmh. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est c'est un peu le conseil que je donne à chaque podcast, j'ai l'impression, parce que pour moi, c'est le truc qui me manque, qui est pas du tout, et c'est là où j'en veux un peu, tu vois, au système contemporain, des psychiatres et tout ça, c'est de pas du tout mettre ça en avance. Mais le journaling, encore la méditation, tu peux arriver à dire: «Oui, il y a des mal il y a peut-être des points négatifs pour certains cas psychotiques où il faut pas méditer et cetera». Genre même si c'est 1 des cas sur terre, Ouais. la méditation est peut-être pas bénéfique pour 1. Pour le reste, c'est carrément bénéfique. Mais bon, tu peux encore Moi, avoir ça ce m'a 1. énormément aidé. Voilà. Mais Ouais. le journaling, personne peut venir me dire que c'est pas un truc, mais absolument bénéfique sur tous les aspects. Genre, le journaling, c'est de la pure discipline. C'est une discipline à sous sa forme la plus pure. C'est un truc que tu as pas envie de faire, mais genre tu as pas envie de le faire. Tu auras jamais Ouais. envie de le faire. De prendre un stylo et d'écrire tes émotions qui sont négatives. Jamais. Tout ton être veut justement te distraire des émotions négatives que tu as. Et donc, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de prendre un papier et de commencer à écrire tes choses négatives. Mais il y a rien. Pour moi, il y a rien qui va plus te faire guérir que le journaling. Je le répète, mais tous les podcasts, les gens vont en avoir marre, mais justement, je continue de le répéter jusqu'à ce que tout le monde sur terre fera du journaling tous les jours. Parce que pour moi, c'est mais Mmh. genre, c'est même pas indispensable, c'est la base, tu vois? Et donc, Ouais. je vais dire ce que je dis à chaque fois, c'est: «Achète-toi un carnet neuf». Est-ce que tu as un carnet qui est dédié à ça ou pas? Oui. OK, top. J'en ai un que j'ai commencé et en plus avec lesquels j'ai vu des bénéfices, hein, je sais même pas pourquoi. C'est juste que je prends pas le temps. Quel type de journaling tu faisais? Comment tu journalais exactement? Je faisais en général, je le faisais qu'avant mes séances de psy, donc je le faisais OK. avant la séance
Après, je faisais un compte rendu de ma séance et le lendemain, je mettais par écrit mes motivations parce que du coup, j'étais requinquée et que Mmh. voilà, je broyais plus du noir entre guillemets et OK. Donc voilà. c'était un journaling assez, périodique, quoi. Ouais, C'était lié avec, tes séances de psy. Ce qui est cool, tu vois? ouais, ouais. Ce qui a bien pu t'aider. Moi, je parle vraiment d'un journaling déjà qui est quotidien. C'est OK. tous les jours et c'est justement pour pas que ça devienne un peu un outil de contrôle, parce que tu sais, il y a beaucoup de ces trucs qui aident beaucoup, même la méditation, peut être pas bénéfique quand c'est utilisé comme outil de contrôle. À partir du moment où tu vas vouloir Mmh. méditer pour mieux te sentir dans l'immédiat, ça va être plus maléfique que c'est quoi l'inverse de bénéfique? C'est pas maléfique. C'est quoi l'inverse de Non, bénéfique? bénéfique ou néfaste. Néfaste, voilà, néfaste, exactement et bah, parce que c'est un outil de contrôle, parce que tu le fais pour aller bien directement, évidemment, tu peux pas contrôler les émotions et du coup, ça va pas marcher et du coup, même si ça marche, en fait, tu vas augmenter ta tendance anxieuse et donc l'intensité et la fréquence de ta prochaine angoisse, donc du coup, c'est pas ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est là où le principe de discipline, où tu fais quelque chose tous les jours, que tu ailles bien ou que tu ailles mal. Ça ne dépend pas, de comment tu vas. C'est un truc que tu fais tous les jours et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement faire une liste sous forme de bullet points de choses qui t'ont tracassé, dernièrement. Donc ça peut être en général, puisque tu feras ça tous les jours, ça va être dans la journée, tu vois? Mais ça peut être Mmh. aussi des choses qui t'ont tracassé, bah, depuis le début de ton anxiété, un truc que tu as toujours pas résolu ou alors un truc qui te tracasse depuis plusieurs mois et cetera et tu vas faire une liste avec à chaque fois, tu écris d'une façon assez spécifique, tu vois? Donc par exemple, j'ai peur de la mort, j'ai peur qu'après la mort, il y a rien, tu vois? Plus tu es spécifique et dans le détail, plus tu vas vraiment en profondeur, plus c'est utile et tu vas faire ta liste comme ça. Heu, tu vas continuer. Au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir un peu plus de mal, tu vois, à trouver les choses à dire. Mais au bout d'un moment, tu vas arriver à un stade où tu vas être en mode: «Bah, là, j'ai tout dit. Là, c'est bon». Tu vas ressentir Ouais. une espèce de vide et soulagement en mode: J'ai tout mis sur la feuille de papier, quoi. Là, c'est bon, j'ai tout dévoilé. J'ai tout mis ce qui me tracassait en ce moment». Et du coup, déjà que tu te rends compte de quoi? Que, tu avais l'impression que tu avais le poids du monde sur les épaules. Tu avais un problème que tu pensais que tu allais jamais résoudre de ta vie, mais en final, ce problème, il tient sur une feuille A4, tu vois? Ouais. Donc déjà, ça aide beaucoup. Une partie des choses que tu auras écrit, hem, vont en fait terminer leur processus émotionnel. Donc en gros, tu vas écrire les choses. Ça va être quelque chose peut-être de négatif, mais en fait, après l'avoir écrit, en le relisant, ça te fera plus d'effet. Tu seras en mode: «Oh bah OK, j'ai peur de la mort, OK, bon, on s'en fout». Tu vas arriver à un stade de désintérêt, naturel où tu vas pas vouloir aller plus loin. Tu vas juste en mode: «Ah bah ça, c'est juste une pensée qu'il faut pas que j'ai». Enfin, ça va être un truc très naturel où en gros, ton cerveau va résoudre le problème pour toi, tu vois? Mais ça va faire ça pour toutes les pensées que tu écris, seulement pour une partie, tu vois? Et peut-être au début pour aucune, tu vois? Et c'est peut-être avec le temps où ça arrivera. Mais une fois que tu as écrit ta liste et que tu as tous les éléments de la liste qui sont écrits, tu traces une ligne et là, tu vas écrire soit tous les concepts de guérison, soit un pour vraiment être en focus dessus. Donc les concepts de guérison, c'est, contrôle, certitude, réassurance et jugement. Ça, c'est les 4 trucs, qui gèrent 80 de ton anxiété. Donc 80 de ton anxiété vient de ces principes de guérison. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prendre chaque pensée et pour chaque pensée que tu as écrit au-dessus, tu vas mettre en lien en quoi tu cherches un mécanisme de contrôle, de certitude, de réassurance et cetera. En fait, tu vas passer par chaque idée et voir chaque mécanisme de guérison, en quoi il s'applique à, cette pensée que tu as eue et du coup, en faisant ça, bah, tu vas commencer à te rendre compte: «Ah bah oui, là, je réagis comme ça. Là, pour ce type de pensée, je cherche la certitude de cette façon-là. OK, donc ça, il faut que j'arrête de le faire», tu vois? Bam, 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 tu écris tout et tu vas voir, ça prend beaucoup d'énergie de faire ça. Ça prend beaucoup d'énergie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, tu as fait comprendre à ton cerveau les types de pensées réactionnelles conscientes, donc ce que toi, tu fais consciemment en réaction à des éléments déclencheurs que tu peux avoir, donc des pensées anxiogènes, des sensations physiques ou quoi. Tu lui dis en gros: «Ces pensées-là, fais attention parce que c'est pas bien». C'est ça qui va faire que tu vas être anxieux après et du coup, bah, après, c'est lui qui fait le taf tout seul et c'est tout seul, tu vas te rendre compte: «Ah bah oui, mais là, je vais pas aller dans ce chemin-là parce que je sais ce que je vais faire. Là, je vais rechercher la certitude par rapport à la mort et cetera» et donc du coup, tu le fais pas et moins tu le fais, plus le poids émotionnel de cette idée anxieuse baisse, moins tu vas y penser
et même quand tu y penseras, bah, tu t'en foutras parce que le poids émotionnel aura baissé, tu vois? Tu comprends ou pas? Ouais, ouais, carrément. Pour moi, c'est on parlait d'outils tout à l'heure, tu vois? Et c'est redonner un mécanisme à mon cerveau, Exactement. ouais, je vois. Pour moi, c'est une forme d'échafaudage, tu vois? Si Ouais, tu peux pas réparer un bâtiment sans échafaudage. Tu es obligé. ouais, Tu vois, si tu veux restaurer un bâtiment ou construire un bâtiment, tu as besoin d'un échafaudage autour. Un système pour l'aider à s'auto-actualiser et cetera. Et au bout d'un moment, tu vois? Et c'est vrai, au bout d'un moment, tu vas pas être 100 discipliné parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu ressens les effets de ce que tu fais, quand les la discipline fait l'effet, tu as de moins en moins envie de faire cette discipline parce que tu es en mode: «Ah bah, ça y est, je me sens bien, j'ai plus besoin de méditer, j'ai plus besoin de journaler», tu vois? Et en ouais, réalité, c'est pour ça qu'on rechute, en fait. C'est parce qu'on est content, on a l'effet de contraste de nos progrès et du coup, on arrête de faire les trucs qui ont marché et du coup, on retombe et après on a la frustration à gérer derrière, tu vois? Donc c'est pour ça que pour moi, la ouais. discipline, la capacité de, bah, de continuer à faire les choses, que ça aille bien ou que ça aille mal, c'est la meilleure chose que tu peux faire et tu fais ça, mais en un an, tu es guéri, complètement, tu vois? Mais juste que personne ne fait ça en un an parce que les gens vont Ouais, jamais réussir à garder une discipline en un an, tu vois? Mais ouais. ce qui a beaucoup marché pour moi, tu vois, c'est à un moment, j'ai fait une claire connexion entre ma souffrance et ma discipline. Donc en fait, c'est moi, tu vois, je suis extrêmement régulier à la salle de sport, par exemple. C'est un truc que j'ai toujours fait Mmh. depuis que j'ai commencé l'anxiété, donc depuis, 6 ans maintenant. Heu, j'ai pas passé à part 3 mois pendant le covid parce que je pouvais pas y aller, tu vois? J'ai toujours été à la salle au moins 3 fois par semaine, tu vois? Parce que en OK, fait, au moment de mon anxiété, j'avais lié ma souffrance à la salle et en mode, pour résoudre cette souffrance-là, toute cette souffrance que j'ai, que je ressens, ça devenait l'alimentation de ma motivation pour aller à la salle, tu vois? Et après ça, OK, c'est j'ai fait la même chose avec toutes mes disciplines qui marchaient le mieux. Donc à un moment, tu vois, moi, pendant 1 an et demi, j'ai pris une douche froide tous les jours. Donc là, ch la discipline, je pense, la plus dure à avoir. Pourquoi? Parce que j'avais mis clairement un lien entre ma souffrance et cette discipline-là. Et du coup, bah, ça m'alimentait de fou ma motivation pour le faire. Et c'est aussi un truc que je fais pour le journaling, tu vois? Où j'étais en mode: «Arthur, OK, tu veux arrêter de te sentir mal comme tu te sens mal? Bah, vas-y, sois discipliné», tu vois? Et du coup, au bout d'un moment, c'est vraiment une forme de responsabilité pure où j'étais en mode: «Tu te sens mal? Ah ouais, est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as fait du journaling? Non. Et ben voilà». Et donc même du coup, mes moments de rechute, en fait, ils étaient plus très importants parce que j'avais directement, les raisons pour laquelle j'avais pas fait et c'était juste purement mes responsabilités, tu vois? Et ouais. c'est une phrase pour moi qui est hyper importante à te demander. Quand les choses vont mal, quand tu sens que ça va pas, quand ça va pas de la façon dont tu le veux, pose-toi une seule question, c'est: «Est-ce que j'ai respecté les règles du jeu? Est-ce que j'ai respecté les règles du jeu?» C'est déjà ce que je me demande. Parce que Franchement, c'est tu déjà les ce que je connais me les demande. règles. Tu vois Morgane, tu les connais les règles, tu sais ce que Ouais. tu dois faire. Ah ouais, Et donc quand ouais, tu vas mal, tu te poses justement la question: «Est-ce que tu as respecté les règles du jeu aujourd'hui? Est-ce que tu as journalé? Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as, vu ton problème, sous la lentille du contrôle, certitude, de réassurance? Ou est-ce que tu as plongé ton anxiété?» Tu vois? Genre, tout est une idée de ça. Tu commences par comprendre les règles du jeu. Donc, c'est les gens qui me découvrent depuis, moins d'un an, qui regardent mes vidéos, qui comprennent un peu tout ce que j'apprends et qui comprennent ce que leur ouais. psy leur disent et cetera. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'étape au-dessus où c'est bon, tu les connais maintenant, les règles du jeu. Maintenant, c'est une histoire de les respecter. Et là, ça prend un peu de temps, mais c'est là où il faut vraiment être très focus en mode avoir ces outils, tu vois, de te dire: «Est-ce que j'ai respecté les règles du jeu?» Tu utilises ta souffrance comme la motivation pour ne plus souffrir et à partir du moment où tu fais ça, où tu crées cette connexion, je sais pas comment elle arrive, tu vois? À partir du moment où tu crées une connexion directe entre ta souffrance et les mécanismes pour arrêter cette souffrance-là, et ben, tu es inarrêtable. Tu es Mmh. inarrêtable et le plus grand obstacle à ça, pour moi, c'est justement toutes ces sources qu'on a de soulagement instantané. Donc que ce soit la complainte, que ce soit, la victimisation ou alors toutes ces méthodes un peu de gratification instantanée donc bah, c'est con à dire, hein, c'est peut-être aucun rapport pour les gens qui écoutent, mais tout ce qui est scroller, la vapette, le tabac, l'alcool, les films pour adultes, tous ces trucs-là qui masquent en fait notre douleur ou qui la baissent un peu, c'est l'anti-guérison tout ça. Parce que ça nous soulage au court Carrément. terme, mais ça nous enlève cette énergie de souffrance qui servirait à alimenter notre guérison, justement. Et donc on Ouais. C'est reste justement bloqué. ça le ouais. Ça, c'est la mauvaise drogue, justement. Ouais. Donc comment tu te placerais par rapport à ça, justement, maintenant, toi?
Alors moi, je suis très dans les signes et tout ça. C'est bizarre, mais ça fait déjà plusieurs semaines que je me dis ça, Mmh. que j'essaie d'être régulière justement Ouais, dans ce dont je sais qui peut me faire du bien. Et je sais que faire du sport m'a beaucoup aidée, ouais. mais j'en fais plus. Je sais qu'écrire m'a beaucoup aidée, je le fais pas. Et aujourd'hui, je suis encore en train de me demander: «Mince, qu'est-ce qui» alors qu'en fait, je sais. Ouais. C'est juste que je le mets pas en application. Et là, ça me donne un sacré une sacrée claque, on va dire, Bah, j'espère que ça donne un parce claque à tout le que monde, qui écoute le podcast aussi. bah, ouais, parce que des fois, en fait, en plus, on sait qu'on a tous les outils, mais c'est juste qu'on les utilise pas Mais tu sais et pourquoi? qu'on C'est parce qu'une non. nouvelle information, heu, sécrète de la dopamine, de la sérotonine. En fait, Ah ouais, quand on obtient une nouvelle information, ça crée beaucoup de bonheur, ça crée beaucoup de: «Ah, c'est bon, ça va aller», tu vois? Ah, en mode: «C'est ouais, bon, j'ai carrément. compris, ça, cette technique-là a marché», et donc dès que tu as appris, je sais pas si tu te rappelles la première fois que tu as appris que le sport, allait t'aider, ou la première séance que tu as fait, ou la première fois que tu as entendu: «Ah, peut-être que la méditation pourrait t'aider». Tu te rappelles de ce moment-là parce que ça t'a créé vraiment un truc de: «Ah, là, j'ai espoir que ça va aller parce que», voilà. Et donc du coup, c'est tellement une intention qui est intense qu'on veut la répliquer. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, la Carrément. motivation, pour la méditation, c'est plus la motivation, c'est la discipline, dans le sens où tu as plus cette, surcharge émotionnelle en mode: «Ah, ça va m'aider, j'ai trouvé une nouvelle information». Tu la connais Ouais, déjà. C'est plus une nouvelle information, c'est juste une information. Et du coup, au lieu de vouloir, bah, te concentrer sur ça, parce que tu vas faire un travail qui va pas te sentir bien, tu vois? Qui va pas sentir que tu guéris. Même au contraire, des fois, méditer ou journaler, ça va empirer ton état au court terme, et c'est ça le problème. Et du coup, bah, tu vas pas le faire, et tu vas te concentrer sur un truc qui peut t'apporter du soulagement intense, donc aller voir une nouvelle vidéo, apprendre peut-être une nouvelle théorie, apprendre un nouveau truc que tu peux faire, alors que tu as déjà toutes les clés, tu vois? Les clés, elles sont déjà là, tu vois? ah ouais, carrément. Mais pour Ouais, ouais, moi, c'est indicateur du problème de la société d'aujourd'hui, où tout est centré sur ce qu'on ressent. Et ça fait pas archi bizarre pour un mec qui parle d'anxiété et de santé mentale tous les jours, mais les émotions, c'est pas les rois, en fait. C'est pas elles qui décident, en fait. On faut qu'on arrête de baser toute notre vie et tout notre fonctionnement sur les émotions qu'on ressent. Tu peux très bien à part quand tu es dans un état que toi tu as connu très bien, que moi aussi j'ai connu, où c'est tellement trop que tu peux même pas bouger de ton lit. Ça, Mmh. évidemment, que quand tu es dans un truc comme ça, tu as juste à attendre, et attendre que tu aies la force justement de te lever. Mais soyons honnêtes et soyons pragmatiques, quand c'est pas le cas, tu peux très bien agir contre tes émotions. Tu peux très bien Carrément. faire un truc que tes émotions te disent de pas faire. Tu peux très bien le faire. Tu as des muscles, tu as des bras, tu as des doigts, tu peux écrire, tu peux faire ce que tu veux, tu vois? Et ça, pour moi, c'est quand tu dis ça, limite, j'ai l'impression que je vais me faire cancel quand je dis ça, tu vois? En mode: «Ah, faut pas dire ça, non, non», mais c'est une vérité que les gens doivent jamais oublier, en fait. Tes Ouais, émotions ne dictent pas ta vie. C'est pas parce qu'elles sont intenses que ça donne une excuse de pas agir, justement. Et toute personne, d'un point de vue, purement scientifique et statistique, une personne qui développe une capacité à agir malgré ses émotions, bah, va guérir beaucoup plus facilement, et même puisque guérir de l'anxiété, va avoir un succès dans la vie bien plus élevé que des gens qui vont seulement faire les choses basées sur leurs émotions. Donc arrive à exactement. un stade où tu fais tout, le soir, tu es un peu stressé, tu vas te commander un Uber Eats. Tu te sens stressé, tu vas regarder sur TikTok, tu vas scroller. Vraiment la recherche immédiate, tu vois, de plaisir, de soulagement, parce que tu es pas capable d'encaisser l'émotion telle qu'elle est. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu le ferais et que tu encaisserais l'émotion, tu te rendrais compte qu'elle est vraiment pas si terrible que ça, tu vois? Genre aucune Ouais, ouais. émotion, tu vois, n'a tué personne, en fait, genre. Ça reste ça passe, ça finira toujours par passer, tu vois? Et moi, Et ouais. pourtant, je suis un mec qui a eu un problème de santé digestive, donc j'ai eu une amplification énorme de mon anxiété due à un problème de santé que j'avais, qui faisait vraiment un Mmh. mélan un déséquilibre chimique de neurotransmetteurs qui faisait que toutes mes émotions d'anxiété étaient amplifiées fois 1 000 000, et mes plaisirs n'existaient plus, tu vois? Donc je peux le dire, et je OK. peux, dire le fait que non, même les émotions les plus intenses ne peuvent pas dicter ce que tu fais, tu vois? Et comprendre ça, tu vois, ça change tout. Mais ça change Ouais, absolument tout, vraiment. ouais, Donc voilà, donc je pense que c'est un peu ouais, tu parlais de cette nouvelle étape qui te manquait, bah, ouais. pour moi, Morgane, tu sais ce que tu as à faire maintenant, tu vois? Ouais, carrément. Ouais.
Et donc voilà. Et donc ouais, mais après, je pense que la discussion d'aujourd'hui, elle était vachement intéressante parce que ça m'a permis hem, ouais, de dire des choses qui peut-être sont pas forcément agréables à entendre, tu vois? Qui sortent un peu les gens de ce, de du fait que, bah, ils vont absorber mon contenu pour avoir une réassurance assez immédiate, tu vois? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pour ça, mais c'est pas Ouais, mon but, moi, hein. C'est pas de vous rassurer au court terme. Moi, je veux vous guérir au long terme et ça passe justement par quelques vérités qui sont un peu, chiantes à prendre en compte, quoi. Et ouais, donc voilà, donc j'espère qu'au moins ça a pu te motiver, pour ta carrément. prochaine phase. Quel changement tu penses que du coup tu vas mettre en place maintenant? La discipline. Ouais? Ça fait trop longtemps que je me le dis et là, d'entendre de quelqu'un qui a vécu la même chose et qui peut me conseiller, ça me claque. Mmh. Et pour moi, tu as juste une arme que tu as besoin, c'est cette fameuse question que je te dis. Est-ce que tu as respecté les règles? Vraiment, genre Ouais, cette question-là, tu te la affiches dans ta chambre et cetera. Parce que tu as juste besoin de carrément. cette question et de l'anxiété en elle-même pour guérir. Parce que tu vas soit aller mieux et être en déter et tu vas justement t'améliorer et faire les disciplines et du coup, tu vas aller de mieux en mieux et du coup, ça va te pousser à aller mieux. Soit tu vas arrêter Mmh. de le faire et là, l'anxiété va venir et te dire: «Tu te sens mal, rechute». Et là, quand tu as la Ouais, rechute, tu te dis: «Est-ce que tu as respecté les règles? Non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça» et bam, tu te remets là-dedans. Et pour moi, quand tu as ces 2 choses-là, tu peux que réussir. C'est une stratégie qui a un succès de 100, tu vois? Faut juste pas que tu oublies cette fameuse question des: «Est-ce que j'ai bien respecté les règles?» tu vois? ouais. Bah, écoute, top. Est-ce que tu avais peut-être un dernier mot à dire peut-être aux gens qui ont vécu ce que tu as vécu, ou qui vivent ce que tu vis en ce moment? Bah, je centre la chose sur, en parler. Voilà. Ouais. Je pense que c'est le démarrage de tout et même, que ce soit aux voisins, à non, mais c'est vrai, à une maîtresse d'école, parce que ça arrive à tout âge, hein. Mmh, Il y a des plus jeunes comme, des gens qui peuvent avoir l'âge de ma maman, 50 ans, plus ou moins et en parler. C'est trop important et c'est le démarrage de la guérison que d'en parler. Faut pas clairement. rester et il y a pas de honte, vraiment. Ça, quand je vois les gens qui en ont honte, j'ai envie de les secouer. Il n'y a aucune honte, Ouais. vraiment. Il y en Au a beaucoup contraire, je moins, hein. trouve que c'est ouais, mais franchement, quand je regarde certaines vidéos, je me dis: «Mais non, 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 il faut se Mmh, battre contre ça» parce que au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus courageux d'en bien sûr. parler que ceux qui se taisent à tout jamais ou qui ne vivent pas ça. On le vit, on en parle, on le guérit parce qu'on doit en guérir et c'est trop important. On en vit, on en parle et on laisse personne derrière. Pour moi, c'est vraiment Exactement, le exactement. mindset à avoir, c'est que le fait d'en parler, si toi t'en parles et tu vois, là, tu vas déjà un peu mieux, le fait que toi t'en parles, tu vois, ça va inciter d'autres gens qui vont beaucoup moins bien que toi à en parler. Et donc eux, ils vont voir que, ouais, Morgane, elle en parle, vas-y, bah, je vais en parler moi aussi. Et puis pareil, tu vois, c'est pour ça Et que il moi faut. j'en parle et j'ai eu beaucoup, tu vois? Ça a été beaucoup une décision pour moi, c'est avant que je commence ma chaîne TikTok en mode, parce que c'était à l'époque, tu vois, où personne vraiment en parlait, donc c'était vraiment dans les détails, tu vois? Il y avait beaucoup de Ouais, vidéos, tu sais, comme David Laroche ou de coaching, de coach, tu sais, un peu tous ces mecs qui ont un peu pris, d'assaut, oui, les réseaux et ils avaient des aspects un peu santé mentale, mais ils restaient très superficiels, tu vois? ouais, Et et je pense que c'est ça qui a fait que, bah, j'ai gagné beaucoup de followers rapidement, c'est que j'ai vraiment comblé un vide, il y avait personne qui en parlait. carrément, c'est une niche. Ah oui, oui, Tu avais Thomas Goldberg qui en parlait, donc lui, il a un peu, ouvert la voie avec son téléphone, oui, mais à part ouais. ça, tu vois, personne n'a vraiment parlé et j'ai l'impression que si lui commence à en parler, ça m'a incité moi à le faire, tu vois? C'est clairement Thomas Mmh. Goldberg qui m'a incité à en parler et je sais du coup que si moi je commence à en parler, ça va inciter d'autres personnes à en parler et après on crée cette réaction en chaîne où puisqu'on en parle et ben, on trouve des solutions et donc je te rejoins Ouais, 100 dans ce que tu dis. Parlez-en, parlez-en, ça peut que faire que les choses vont s'améliorer, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. carrément. Donc je suis 100 d'accord avec toi. Bah, écoute Morgane, franchement, c'était un vrai plaisir. J'ai beaucoup apprécié notre discussion avec toi, très pragmatique cette fois. Je pense que parmi tous les podcasts que j'ai faits, si vous voulez, si vous en avez marre et que vous ne guérissez pas, c'est le podcast à écouter parce que là, on est vraiment allé sur les parties un peu chiantes, les parties un peu, ouais, dures, mais qui, fonctionnent vraiment de la guérison, quoi. Beh, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Allez, si vous voulez vous inscrire comme Morgane, n'hésitez pas, il y a le lien dans ma description. Tout le monde est le bienvenu. Ce sera un plaisir pour moi de vous accueillir
Et puis, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Merci Morgane. Merci.